Les battements de Samir. La mer était noire ce soir-là. Noire comme une encre renversée sur le monde. Noire comme une promesse brisée. Noire comme les yeux de Samir quand il regarda une dernière fois les lumières faibles de la côte algérienne disparaître derrière lui. Il avait 26 ans. Dans une autre vie, il aurait pu être un jeune homme ordinaire. Un fils qui rentre le soir manger le plat chaud préparé par sa mère. Un frère qui taquine sa petite sœur. Un ami qui rit sur un trottoir jusqu'à minuit. Un amoureux qui promet la lune sans savoir comment l'offrir. Mais la vie de Samir n'avait jamais été ordinaire. Elle avait toujours eu le goût du manque, de l'attente, de la débrouille et des rêves trop grands pour une chambre trop petite. Il venait d'Oran, d'un quartier populaire où les murs semblaient retenir les cris, les prières et les secrets. Son père était mort quand il avait 17 ans, laissant derrière lui une maison fatiguée, une mère malade et 2 enfants plus jeunes qui comptaient sur Samir sans même le dire. Samir avait travaillé partout où on voulait bien de lui. Dans un garage, sur des chantiers, au marché, dans un café. Parfois payé, parfois oublié, parfois humilié. Il n'était pas parti parce qu'il détestait son pays. Il était parti parce qu'il avait l'impression qu'il n'y avait plus de place pour lui dans sa propre vie. Depuis des mois, il répétait à sa mère qu'un jour, il irait en France. Elle faisait semblant de ne pas entendre. Elle savait ce que cela voulait dire. Elle connaissait les histoires des bateaux perdus, des corps retrouvés, des familles qui attendaient des appels qui ne venaient jamais. Chaque soir, elle posait sa main sur la tête de son fils et murmurait « Mon fils, ne cherche pas la vie en allant vers la mort. » Samir souriait doucement. « Maman, je ne vais pas mourir. Je vais revenir plus fort. » Elle baissait les yeux. Elle avait peur de son sourire. Les gens qui partent avec autant d'espoir ressemblent parfois à ceux qui ne reviennent jamais. Le soir du départ, Samir n'avait rien dit à personne. Même pas à sa mère. Il lui avait embrassé le front pendant qu'elle dormait, en retenant ses larmes comme on retient un cri dans une mosquée. Dans son sac, il avait mis 2 pulls, une photo de famille, un vieux téléphone, un peu d'argent et un petit bracelet que sa sœur lui avait fabriqué avec du fil rouge et noir. Avant de franchir la porte, il était revenu vers sa mère une dernière fois. Elle respirait difficilement. Sur la table de chevet, il y avait ses médicaments, un verre d'eau à moitié vide et le foulard bleu qu'elle portait les jours de fête. Samir avait posé une enveloppe près du verre. Dedans, il avait écrit « Maman, pardonne-moi. Je pars pour nous. Je sais que tu vas pleurer, mais je veux que tu sois fière un jour. Je te promets de t'appeler dès que j'arrive. Dis à ma petite sœur que son bracelet ne me quittera jamais. Dis à mon petit frère qu'il doit continuer l'école. Je vous aime plus que ma vie. » Puis il était sorti. La rue était silencieuse. Quelques chiens aboyaient au loin. La lune était coupée en deux, comme si même le ciel n'était pas sûr de vouloir éclairer son chemin. Ils étaient 17 dans le bateau. Trop nombreux, trop serrés, trop silencieux. Il y avait des jeunes comme lui, un homme plus âgé qui disait avoir un cousin à Marseille, 2 frères qui ne se lâchaient jamais la main, une femme qui portait un sac contre sa poitrine comme si c'était un enfant, et un garçon de 19 ans qui tremblait sans parler. Le passeur avait pris l'argent, donné quelques consignes rapides, puis il avait disparu avant même que le moteur ne commence à tousser. Samir avait compris à cet instant qu'ils étaient seuls. Seuls avec la mer. Au début, le bateau avançait lentement, mais il avançait. Les premières heures, personne ne parlait. Chacun gardait ses prières dans sa bouche fermée. La côte s'éloignait. L'Algérie devenait une ligne sombre, puis un souvenir. Samir serrait le bracelet de sa sœur autour de son poignet. Il pensait à sa mère. Il imaginait déjà l'appel qu'il lui ferait. « Maman, je suis arrivé. Ne pleure plus. » Mais au milieu de la nuit, le vent s'était levé. D'abord doucement, puis violemment. Les vagues avaient commencé à frapper le bateau comme des mains géantes. L'eau entrait par les côtés. Un homme criait qu'il fallait écoper. Un autre vomissait. Le moteur faisait un bruit étrange, comme une bête blessée. Samir essaya d'aider. Il prit un bidon coupé et se mit à vider l'eau. Ses mains tremblaient, mais il ne voulait pas montrer sa peur. Il regarda le garçon de 19 ans près de lui. « Ça va aller, » lui dit-il. Le garçon hocha la tête, mais ses yeux disaient le contraire. Une vague plus forte que les autres souleva le bateau. Pendant une seconde,
Samir ne sentit plus rien sous ses pieds. Puis tout retomba brutalement. Le choc fut violent. Quelqu'un hurla. Une planche se brisa. Samir glissa, heurta le bord métallique, puis sentit une douleur terrible lui traverser le flanc et la jambe. Il porta sa main à son ventre. Du sang. Beaucoup de sang. Il voulut parler, mais aucun son ne sortit. La mer continuait de cogner. Les cris s'éloignaient, revenaient, se mélangeaient au vent. Samir tomba sur le côté. Le bracelet de sa sœur était toujours là, collé à sa peau mouillée. Il pensa à sa mère. Il pensa qu'il n'aurait jamais dû partir sans lui dire adieu. Puis le monde devint flou. Très loin, il entendit quelqu'un crier. Il est blessé. Il perd du sang. Samir voulut répondre qu'il était encore là. Mais ses yeux se fermèrent. Quand les secours français retrouvèrent le bateau, au petit matin, il dérivait dangereusement. Plusieurs passagers étaient en hypothermie. 2 étaient inconscients. Samir était le plus grave. Il respirait à peine. Son visage était couvert de sel, ses lèvres bleues, ses vêtements trempés de sang. Un secouriste posa 2 doigts sur son cou. Pouls faible, très faible. On l'évacua en urgence. L'hélicoptère fendit le ciel gris vers Marseille, puis une ambulance l'emmena dans un hôpital où les portes s'ouvrirent sur des lumières blanches, des voies rapides, des machines et des gestes précis. Samir n'était plus un homme avec une histoire. Il était un corps à sauver. Homme jeune, environ 25 ans, plaie profonde au flanc, fracture ouverte de la jambe, hypothermie, perte de sang importante, inconscient depuis plusieurs heures. Tension, trop basse. On prépare le bloc. Il a des papiers? Rien. Aucun document. Juste un téléphone mort et une photo abîmée. Identité inconnue. Pendant longtemps, à l'hôpital, il fut appelé ainsi. Identité inconnue. Il n'avait plus de nom, plus de passé, plus de pays, plus de voix. Juste un bracelet rouge et noir autour du poignet. L'opération dura plusieurs heures. Les médecins réparèrent ce qui pouvait l'être. Ils stoppèrent l'hémorragie, nettoyèrent la plaie, posèrent des broches dans sa jambe, surveillèrent son cerveau, son cœur, ses poumons. Mais quand l'intervention se termina, Samir ne se réveilla pas. Il resta dans le coma. Dans une chambre du service de réanimation, branché à des machines qui respiraient presque pour lui, Samir semblait suspendu entre 2 mondes. Parfois son cœur ralentissait. Parfois sa main bougeait très légèrement, comme s'il cherchait quelque chose dans un rêve. C'est là que Mathilde le vit pour la première fois. Mathilde avait 32 ans. Elle était infirmière depuis 10 ans. Elle connaissait les couloirs de l'hôpital comme d'autres connaissent les rues de leur enfance. Elle savait reconnaître l'urgence dans un regard, la douleur derrière un silence, le mensonge d'un patient qui dit « ça va » alors que tout son corps appelle au secours. Elle avait appris à être forte. Trop forte, parfois. Dans son métier, il fallait donner sans se vider, écouter sans se noyer, accompagner sans s'attacher. Mais Mathilde avait un défaut magnifique et dangereux. Elle n'arrivait jamais complètement à fermer son cœur. Ce matin-là, quand elle entra dans la chambre de Samir, elle consulta d'abord le dossier. Homme jeune. Identité inconnue. Arrivé par voie maritime. Traumatisme sévère. Coma. Elle s'approcha du lit. Le visage de Samir était pâle, presque transparent sous la lumière froide. Ses cheveux noirs collaient à son front. Sa barbe de quelques jours lui donnait un air à la fois dur et fragile. Il avait une cicatrice près de l'arcade, des pansements au flanc, une attelle imposante autour de la jambe. Mathilde posa doucement la main sur son poignet pour vérifier la perfusion. Elle remarqua le bracelet. Rouge et noir. Fait à la main. Mal noué, mais solide. Elle ne sut pas pourquoi cela la toucha autant. Peut-être parce qu'un homme sans papier, sans nom, sans famille autour de lui, avait quand même quelque chose qui disait « quelqu'un m'aime quelque part ». Elle murmura, comme elle le faisait parfois avec les patients inconscients. « Bonjour, je m'appelle Mathilde. Tu es à l'hôpital, en France. Tu es en sécurité maintenant. » Bien sûr, il ne répondit pas.
Mais Mathilde continua. Chaque jour, elle lui parlait. Au début, c'était professionnel. Elle lui expliquait les soins, même s'il ne pouvait pas répondre. Elle lui disait quand elle changeait un pansement, quand elle vérifiait ses constantes, quand elle ajustait les perfusions. Puis, peu à peu, ses paroles devinrent différentes. Aujourd'hui il pleut, tu sais. Un vrai temps triste. Même la mer doit avoir honte. Ou encore, ton bracelet tient bien. Je ne sais pas qui te l'a donné, mais je crois que cette personne voulait que tu survives. Parfois, elle restait une minute de plus que nécessaire. Elle se surprenait à regarder son visage, à imaginer sa voix, son rire, son histoire. Elle se demandait d'où il venait exactement, qui l'attendait, qui pleurait son absence de l'autre côté de la Méditerranée. Un soir, alors que le service était plus calme, Mathilde trouva la photo qu'on avait récupérée dans le sac de Samir. Elle avait été placée dans une pochette transparente avec ses affaires personnelles. L'image était abîmée par l'eau. On distinguait une femme d'une cinquantaine d'années, un jeune garçon, une adolescente et Samir au milieu, souriant timidement. Mathilde resta longtemps à regarder cette photo. « Tu as une famille, murmura-t-elle. Alors il faut revenir. » Les jours passaient. Samir ne se réveillait pas. Les médecins restaient prudents. Son corps avait subi un choc énorme. Son cerveau avait manqué d'oxygène. Il pouvait se réveiller demain, dans un mois, ou jamais. Mathilde refusait le mot jamais. Elle n'avait pas le droit de s'attacher ainsi, elle le savait. Dans son métier, l'attachement pouvait devenir une blessure. Mais Samir était entré dans son cœur sans ouvrir les yeux. Peut-être parce qu'il ne demandait rien. Peut-être parce qu'il semblait avoir déjà tout perdu. Peut-être parce que son silence ressemblait à un appel. La première fois que Samir bougea vraiment, Mathilde était seule avec lui. Il était 3 heures du matin. Le service respirait lentement. Les machines faisaient leur musique régulière. Mathilde écrivait des notes sur son ordinateur quand elle entendit un faible froissement. Elle leva les yeux. Les doigts de Samir avaient bougé. Elle s'approcha immédiatement. Samir? Elle ne connaissait toujours pas officiellement son prénom. Mais quelques jours plus tôt, un secouriste avait réussi à rallumer brièvement son téléphone. Sur l'écran fissuré, un message non envoyé était resté affiché. « Maman, je suis en route. Ton fils Samir. » Depuis, pour Mathilde, il n'était plus une identité inconnue. Il était Samir. Samir, si tu m'entends, serre maman. Elle glissa ses doigts dans les siens. Pendant quelques secondes, rien ne se passa. Puis une pression faible, presque imperceptible, répondit. Mathilde sentit son cœur bondir. Très bien, c'est bien, tu es là, tu es revenu. Elle appela le médecin. Dans les heures qui suivirent, Samir ouvrit les yeux plusieurs fois, sans vraiment comprendre. Son regard flottait, perdu dans les lumières, les visages, les sons. Il essayait de parler, mais sa gorge était sèche, douloureuse. Mathilde lui répétait doucement. « Ne force pas, tu es à l'hôpital. Tu as été blessé. Tu es vivant. » Le mot vivant sembla traverser son regard. Une larme coula sur sa tempe. Mathilde l'essuya sans réfléchir. Oui, murmura-t-elle, tu es vivant. Le réveil de Samir fut long et difficile. Il ne sortit pas du coma comme on sort d'un sommeil. Il revenait par morceaux. Un jour, il reconnaissait une voix. Le lendemain, il paniquait sans savoir où il était. Il arrachait parfois ses perfusions, croyant être encore sur le bateau. La nuit, il murmurait des mots en arabe, appelait sa mère, demandait pardon. Mathilde ne comprenait pas tout, mais elle comprenait assez pour sentir la douleur. Un matin, alors qu'elle lui apportait de l'eau avec une paille, Samir parvint à articuler. « Je suis où ?» Sa voix était cassée, presque méconnaissable. « À Marseille, à l'hôpital. » Il ferma les yeux. « France ? » ?»« Oui. » Il resta silencieux, puis son visage se crispa. « Les autres ?» Mathilde hésita. La plupart ont survécu. Certains sont encore soignés dans d'autres services. Il y avait un jeune, 19,
il avait peur. Mathilde baissa doucement les yeux. Samir comprit avant qu'elle ne parle. Non. Sa respiration s'accéléra. Non, non. Samir, calme-toi. Tu es encore fragile. Mais il secouait la tête, les yeux remplis d'horreur. Je lui ai dit que ça allait aller. Mathilde posa sa main sur son épaule. Tu as fait ce que tu pouvais. Je lui ai dit que ça allait aller, répéta-t-il en pleurant. Cette phrase le poursuivit longtemps. Le garçon n'avait pas survécu à la traversée. Samir ne le connaissait pas avant le bateau, mais sa mort devint une pierre dans sa poitrine. Il se disait qu'il avait volé une place à la vie. Pourquoi lui était là, dans un lit propre, avec des médecins, alors que ce garçon était parti sous la mer? La culpabilité est parfois plus lourde qu'une blessure. Samir récupéra lentement. Il dut réapprendre à marcher. Sa jambe lui faisait mal. Son flanc brûlait. Chaque mouvement était une victoire et une humiliation. Lui qui avait traversé des chantiers entiers en portant des sacs de ciment devait maintenant demander de l'aide pour se lever. Mathilde était souvent là. Trop souvent, peut-être. Mais elle restait professionnelle. Elle l'encourageait, le grondait doucement quand il voulait aller trop vite, lui parlait avec cette voix calme qui avait accompagné son retour à la vie. Un pas aujourd'hui, deux demain. Je ne suis pas un bébé, disait Samir avec agacement. Non, un bébé pleure moins que toi. Il la regardait, surpris. Puis il souriait malgré lui. Ce fut son premier sourire. Mathilde sentit quelque chose se fissurer en elle. Elle se détourna vite, faisant semblant de vérifier une perfusion. Voilà, tu vois, tu peux encore sourire. Ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais ça aide. Samir ne répondit pas. Il la regardait comme on regarde une fenêtre après des semaines dans le noir. Avec le temps, il parla davantage. Il raconta Oran, sa mère, son petit frère, sa petite sœur. Il parla de son père mort trop tôt, des petits boulots, de la fatigue d'être l'homme de la maison avant d'avoir fini d'être un fils. Il ne racontait pas tout d'un coup. Les souvenirs sortaient par fragments, souvent la nuit, souvent après les cauchemars. Mathilde écoutait. Un soir, il lui demanda « Ma mère ne sait pas où je suis ». Mathilde sentit sa gorge se serrer. « On va essayer de la contacter. » Mon téléphone. Il est très abîmé, mais on a récupéré une carte. L'assistante sociale travaille dessus. Samir ferma les yeux. Elle doit croire que je suis mort. Alors il faut lui prouver que non. Le premier appel eut lieu 3 jours plus tard. L'assistante sociale avait réussi à retrouver un numéro grâce à la carte SIM et un contact enregistré sous « Maman ». Mathilde n'était pas censée rester, mais Samir lui demanda « S'il te plaît, reste ». Elle resta près de la porte. Quand la tonalité retentit, Samir tremblait plus que pendant ses séances de rééducation. Une voix de femme répondit. « Allô ?» Samir porta le téléphone à son oreille. Aucun mot ne sortit. « Allô ?» répéta la voix. Alors Samir éclata en sanglots. « Maman ?» Il n'y eut d'abord qu'un silence. Puis un cri. Un cri déchirant, immense, venu de l'autre rive de la mer. « Samir, Samir, mon fils, tu es vivant? Dis-moi que tu es vivant. »« Je suis vivant, maman, je suis vivant. » Mathilde baissa les yeux. Elle sentit ses propres larmes monter. La mère de Samir pleurait, priait, parlait trop vite. Elle disait qu'elle avait senti qu'il respirait encore, qu'elle n'avait pas dormi depuis son départ, que sa petite sœur gardait son vieux pull contre elle, que son petit frère sortait chaque jour devant la maison comme si Samir allait apparaître au coin de la rue. Samir ne disait presque rien. Il répétait seulement « Pardon, maman, pardon ». Après l'appel, il resta longtemps silencieux. « Elle m'a pardonné », murmura-t-il. « Une mère pardonne souvent avant même qu'on demande », répondit Mathilde. Il la regarda. La tienne aussi? Mathilde fut surprise par la question. Ma mère? Tu as l'air de quelqu'un qui demande pardon à l'intérieur.
Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne voulut l'admettre. Elle sourit tristement. Tu observes beaucoup pour quelqu'un qui a passé des semaines à dormir. J'ai rattrapé mon retard. À partir de ce jour, quelque chose changea entre eux. Ce n'était pas encore de l'amour. Ou peut-être que si, mais un amour qui ne disait pas son nom. Un lien silencieux, fait de regards, de petites phrases, de présence qui rassure. Samir attendait les passages de Mathilde sans l'avouer. Mathilde vérifiait son planning en espérant tomber sur son secteur. Quand elle entrait dans sa chambre, le visage de Samir s'éclairait légèrement. Quand elle n'était pas là, il demandait d'une voix faussement indifférente. L'infirmière Mathilde ne travaille pas aujourd'hui. Les autres infirmières souriaient. Ah, maintenant tu connais les plannings? Non, je demande juste. Bien sûr. Mathilde entendait parfois les remarques. Elle faisait semblant de ne pas comprendre. Mais le soir, chez elle, elle pensait à lui. Elle pensait à ses yeux sombres, à sa façon de cacher sa douleur derrière l'humour, à son courage maladroit, à sa honte quand il parlait de sa situation. Un jour, Samir lui demanda brutalement. Qu'est-ce qui va m'arriver après? Mathilde sut immédiatement qu'il ne parlait pas de sa jambe. L'assistante sociale va t'accompagner. Tu as des droits en tant que patient. Il y aura des démarches. Je n'ai pas de papier. Je sais. Je suis arrivée illégalement. Elle resta silencieuse. Tu penses que je suis un criminel? Mathilde le regarda droit dans les yeux. Je pense que tu es un homme qui a risqué sa vie parce qu'il croyait ne plus avoir d'autre choix. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule qui compte pour moi. Samir détourna le regard. Les gens ne me verront pas comme ça. Certains non. D'autres oui. Tu ne peux pas vivre dans les yeux de tout le monde. Il eut un rire amer. Facile à dire quand on a des papiers. Mathilde encaissa la phrase sans se vexer. Il avait raison d'une certaine manière. Elle pouvait sortir de l'hôpital, louer un appartement, travailler, voyager. Lui ne savait même pas s'il aurait le droit de rester dans le pays où il s'était réveillé. Tu as raison, dit-elle doucement. Je ne peux pas comprendre entièrement. Mais je peux t'écouter. Samir la regarda, honteux. Pardon. Tu vois, toi aussi tu demandes pardon à l'intérieur. Il sourit faiblement. Les semaines passèrent. Samir quitta la réanimation pour un service de soins, puis un centre de rééducation. Mathilde ne fut plus son infirmière directe. Ce changement était nécessaire, mais il la bouleversa plus qu'elle ne l'imaginait. Elle n'avait plus de raison professionnelle de le voir tous les jours. Le dernier jour dans son service, elle entra dans sa chambre avec un petit sac. « Je t'ai apporté quelque chose. » Samir était assis près de la fenêtre. Il avait maigri, mais son regard était plus vivant. « Si c'est encore une soupe sans goût, je retourne dans le coma. » Très drôle. Elle posa le sac sur ses genoux. Dedans, il y avait un carnet et un stylo. Pour écrire. Ce que tu n'arrives pas à dire. Samir passa ses doigts sur la couverture noire du carnet. Je n'écris pas bien. On n'écrit pas pour impressionner. On écrit pour ne pas exploser. Il leva les yeux vers elle. Tu parles comme quelqu'un qui a déjà explosé. Mathilde ne répondit pas tout de suite. Plusieurs fois. Un silence s'installa. Samir comprit qu'il y avait en elle une histoire qu'elle ne racontait pas. Je vais partir au centre demain, dit-il. Je sais. Tu vas m'oublier? La question sortit avant qu'il puisse la retenir. Mathilde sentit son cœur se serrer. Elle aurait dû répondre avec distance. Dire qu'elle n'oubliait jamais ses patients, que c'était normal, que la vie continue. Mais les mots restèrent bloqués. Non, dit-elle simplement. Samir baissa les yeux vers le carnet. Moi non plus. Ce soir-là, Mathilde rentra chez elle avec une douleur étrange. Pas une douleur brutale. Plutôt un vide, comme une pièce qu'on quitte alors qu'on aurait voulu y rester encore. Son appartement était propre, calme, trop calme. Sur le frigo, il y avait des photos de sa famille, de vacances anciennes. Mathilde se fit un thé qu'elle ne but pas. Elle s'assit sur le canapé et regarda son téléphone.
Elle avait donné à Samir le numéro du service, pas le sien. C'était mieux, plus juste, plus prudent. Mais 1 heure plus tard, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. C'est Samir. L'assistante sociale m'a aidé à récupérer une ligne. Je voulais juste te dire merci pour le carnet. Je ne sais pas quoi écrire dedans. Peut-être que je vais commencer par ton prénom. Mathilde resta immobile. Elle savait qu'elle ne devait pas entrer dans quelque chose de flou. Il était vulnérable. Il sortait du coma. Il dépendait encore d'un système médical. Elle devait protéger la limite. Elle répondit après de longues minutes. Écris d'abord ton histoire, pas la mienne. Prends soin de toi. Samir répondit. Mon histoire a recommencé quand j'ai entendu ta voix. Mathilde posa le téléphone contre sa poitrine et ferma les yeux. Elle ne répondit pas, mais elle souriait. Au centre de rééducation, Samir découvrit une autre forme de combat. La mère avait failli le tuer en une nuit. La rééducation, elle, le reconstruisait en l'humiliant chaque jour. Il fallait plier la jambe, tenir debout, faire un pas supporter la douleur, recommencer, tomber parfois, accepter l'aide, s'entendre dire qu'il fallait être patient alors que toute sa vie avait été une urgence. Il écrivit dans le carnet. Au début, quelques phrases seulement. Aujourd'hui, j'ai marché 6 pas. J'ai eu mal. J'ai pensé à abandonner. Puis j'ai pensé à maman. Puis des pages entières. Il écrivit la traversée, le visage du garçon qui n'avait pas survécu, le cri de sa mère au téléphone, la honte d'être arrivé sans rien, la peur de devenir un problème pour tout le monde. Il écrivit aussi Mathilde. Il essaya plusieurs fois de ne pas le faire. Mais son prénom revenait partout. Mathilde entre dans une pièce comme si elle allumait une petite lumière. Elle ne parle pas fort, mais on l'entend dans le cœur. Un jour, l'assistante sociale du centre lui expliqua les démarches possibles. Samir écoutait, perdu dans les mots administratifs. Demande de titre pour soins. Situation irrégulière. Préfecture. Dossier médical. Hébergement. Association. Tout semblait fragile. Je peux être expulsé? Demanda-t-il. L'assistante sociale soupira. Je ne vais pas vous mentir. Votre situation est compliquée. Mais votre état de santé nécessite un suivi. On va constituer un dossier solide. Vous ne devez pas disparaître. Vous devez rester accompagné. Disparaître. Samir connaissait ce mot. Beaucoup d'hommes comme lui disparaissaient dans les chantiers non déclarés, les chambres surpeuplées, la peur des contrôles, le silence. Ils vivaient en France sans vraiment y être, comme des ombres utiles et invisibles. Il ne voulait pas devenir une ombre. Mais avait-il le choix? Mathilde vint le voir 3 semaines après son transfert. Elle avait longuement hésité avant de venir. Ce n'était plus une visite professionnelle. Elle avait attendu qu'il ne soit plus son patient direct. Elle avait demandé conseil à une collègue proche, qui lui avait répondu. Mathilde, tu as le droit d'être humaine. Mais sois claire avec toi-même. Ne le sauve pas pour qu'il t'aime. Et ne l'aime pas parce que tu l'as sauvé. Cette phrase l'avait accompagnée jusqu'au centre. Quand Samir la vit entrer dans la salle commune, il se leva trop vite avec ses béquilles et faillit perdre l'équilibre. Doucement, lança-t-elle. Je voulais avoir l'air digne. Raté. Ils rirent. C'était la première fois qu'ils se voyaient hors de la chambre d'hôpital. Mathilde portait un manteau beige, les cheveux lâchés, un léger parfum de jasmin. Samir la trouva différente, plus réelle encore, plus femme que soignante. Et cela le troubla. Il allèrent dans le petit jardin du centre. L'air était frais. Des patients fumaient près d'un banc. Un vieux monsieur faisait lentement le tour de l'allée avec un déambulateur. Samir s'assit, essoufflé. Tu es venu. Oui. Pourquoi? Mathilde regarda les arbres. Parce que j'en avais envie. Il ne répondit pas. Ces mots simples lui firent plus d'effet qu'une déclaration. Et toi? Demanda-t-elle. Tu écris? Il sortit le carnet de la poche de son sweat. Oui. Bien.
J'ai écrit sur toi. Mathilde se tourna vers lui. Samir. Je sais. Je ne devrais peut-être pas. Ce n'est pas ça. Alors quoi? Elle chercha ses mots. Tu as traversé quelque chose de terrible. Tu es seul ici. Je fais partie des premières personnes que tu as vues en te réveillant. Ce que tu ressens peut être mélangé. Samir la regarda longtemps. Tu penses que je confonds amour et gratitude? Je pense que c'est possible. Et toi? La question la désarma. Moi quoi? Tu confonds quoi? Mathilde baissa les yeux. Pour la première fois, Samir vit sa fragilité. Elle n'était pas seulement l'infirmière forte. Elle était une femme avec ses propres cicatrices. Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Samir hocha lentement la tête. Alors on ne va rien forcer. Voilà. Mais tu reviendras? Mathilde sourit doucement. Oui. Elle revint. Une fois par semaine au début. Puis parfois deux. Ils parlaient de tout. De l'Algérie, de la France, de la nourriture, des souvenirs d'enfance, des films qu'ils n'avaient jamais vus au même âge, des mots qui changent d'un quartier à l'autre, des rêves qu'on enterre par fatigue. Samir apprit que Mathilde avait été fiancée quelques années plus tôt. Une histoire correcte sur le papier, mais sans tendresse. Son ancien fiancé voulait une femme discrète, disponible, qui rentre dans une case. Mathilde avait essayé. Puis un soir, elle avait compris qu'elle était en train de disparaître dans la vie d'un autre. Elle avait rompu. Depuis, elle disait qu'elle n'avait plus le temps pour les amours tièdes. Et moi, je suis quoi? Demanda Samir un jour. Un problème, répondit-elle. Il éclata de rire. Merci. Un très grand problème. Avec des béquilles. Encore pire. Mais son regard disait autre chose. Un après-midi, Samir lui lut un texte de son carnet. Sa voix tremblait. Je suis arrivée en France les yeux fermés. Je ne sais pas si c'est un hasard ou une punition. J'ai quitté ma mère pour lui offrir une vie meilleure, mais je n'ai réussi qu'à lui offrir des nuits de peur. J'ai traversé la mer pour devenir quelqu'un, et je suis devenue un dossier. Pourtant, dans ce pays où je n'avais rien, une voix m'a appelé par mon prénom avant même que je sache encore qui j'étais. Peut-être qu'un homme ne renaît pas quand son cœur recommence à battre. Peut-être qu'il renaît quand quelqu'un prononce son nom avec douceur. Mathilde pleurait. Samir ferma le carnet. C'est mauvais? Elle secoua la tête. Non, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que ça donne envie de t'aimer. Le silence qui suivit fut immense. Samir la regarda comme si le monde venait de s'arrêter. Et c'est grave? Demanda-t-il doucement. Mathilde essuya une larme. Oui. Pourquoi? Parce que ta vie est instable. Parce que tu souffres. Parce que je ne veux pas être une illusion dans ta reconstruction. Parce que je ne veux pas profiter de ta vulnérabilité. Parce que je ne sais pas si demain on t'autorisera à rester ici. Parce que... Elle s'arrêta. Parce que j'ai peur. Samir posa lentement sa main sur la sienne. Moi aussi. Elle ne retira pas sa main. À partir de ce jour, ils cessèrent de mentir, mais ils restèrent prudents. Leur amour grandissait comme une plante dans une fissure de béton. Ils n'avaient pas beaucoup d'espace, pas beaucoup de lumière, mais ils persistaient. Quand Samir sortit du centre, il marcha avec une canne. Il fut hébergé temporairement par une association dans un foyer à Marseille. Une petite chambre simple, un lit étroit, une armoire métallique, une fenêtre donnant sur une cour triste. Mais pour lui, c'était un palais, parce qu'il pouvait fermer la porte et respirer. Mathilde l'aida à acheter quelques vêtements. Il refusa d'abord. Je ne veux pas que tu dépenses pour moi. Ce n'est pas pour toi, c'est pour mes yeux. Ton jogging gris mérite la prison. Je suis déjà assez en difficulté avec l'administration. Ils rirent dans les rayons du magasin. Mais derrière les moments légers, la réalité restait lourde. Samir n'avait pas le droit de travailler légalement. Son dossier était en cours. Ses soins continuaient. Sa jambe lui faisait mal les jours de pluie. Il envoyait parfois un peu d'argent à sa famille grâce à des amis, mais il avait honte de ne pas pouvoir faire plus.
Sa mère, au téléphone, avait compris qu'une femme existait dans sa vie. « Ta voix change quand tu parles d'elle, » disait-elle. « Je ne parle pas d'elle. »« Justement. Elle s'appelle Mathilde. »« Elle est gentille ?» Samir regardait souvent la ville par la fenêtre du foyer pendant ses appels. « Elle m'a rendu mon prénom. » Sa mère resta silencieuse. Puis elle dit, « Alors respecte-la. Une femme qui te relève quand tu es au sol, ce n'est pas une femme qu'on fait pleurer. » Samir ferma les yeux. « Je sais, maman. » Pourtant, il la fit pleurer. Pas volontairement. Mais l'amour ne suffit pas toujours à empêcher la douleur. Un soir, Samir reçut une convocation à la préfecture. Il ne comprenait pas tout, mais le ton du courrier était froid. L'assistante sociale l'accompagna. Mathilde voulait venir aussi, mais Samir refusa. Ce n'est pas ton combat. Elle le regarda, blessée. Tu crois vraiment ça? Je ne veux pas que tu me vois comme ça. Comme quoi? Comme un homme qui supplie pour exister. Mathilde sentit la colère monter. Tu n'es pas moins un homme parce que tu as besoin d'aide. Facile à dire. Arrête avec cette phrase. Mais c'est vrai. Non, Samir. Ce qui est vrai, c'est que tu as honte. Et ta honte essaie de me mettre dehors. Il resta silencieux. Je ne suis pas venu dans ta vie seulement pour les moments où tu souris, continua-t-elle. Mais je ne peux pas t'obliger à me laisser une place. Elle partit ce soir-là sans l'embrasser. Samir ne dormit pas. Le lendemain, à la préfecture, il attendit des heures dans une salle pleine de visages fermés. Des hommes, des femmes, des enfants, des dossiers sous le bras, des vies entières dans des pochettes en plastique. Quand son tour arriva, l'agent parla vite. Trop vite. Il demanda des documents, des justificatifs, des certificats. L'assistante sociale répondit avec patience. Samir avait l'impression d'être redevenu personne. En sortant, il trouva Mathilde devant le bâtiment. Elle était là, malgré tout. Les mains dans les poches de son manteau, le visage fatigué, les yeux remplis d'inquiétude. Samir s'arrêta. « Je t'avais dit de ne pas venir. »« Je sais. »« Alors pourquoi tu es là ?»« Parce que je t'aime, idiot. » Il resta figé. C'était la première fois qu'elle le disait. Pas dans un jardin, pas sous un coucher de soleil, pas dans un moment parfait. Elle le disait devant une préfecture grise, entre des gens pressés et des papiers froissés. Et c'était peut-être pour cela que c'était vrai. Samir avança lentement vers elle. Mathilde. Non, laisse-moi finir. Je t'aime, mais je ne veux pas être ton infirmière toute ma vie. Je ne veux pas être celle qui te porte si toi tu refuses de marcher avec moi. Je ne veux pas être seulement le souvenir de ton réveil. Je veux être une femme à côté d'un homme debout. Même s'il tremble, même s'il a peur, même s'il n'a pas encore de papier. Les yeux de Samir se remplirent de larmes. Je ne sais pas comment être assez pour toi. Mathilde posa sa main sur sa joue. Commence par arrêter de décider à ma place. Il l'embrassa. Un baiser doux, presque tremblant. Un baiser qui ne réparait pas tout, mais qui disait « Je suis là, moi aussi ». Pendant quelques mois, ils vécurent un amour discret et fragile. Mathilde travaillait beaucoup. Samir suivait ses soins, ses démarches, ses cours de français administratif avec une association, même s'il parlait déjà bien. Il voulait améliorer son écriture, comprendre les courriers, ne plus dépendre entièrement des autres. Il se découvrit une passion pour les mots. Le carnet noir devint 3 carnets, puis 4. Il écrivait son histoire, celle du garçon mort dans la traversée, celle des hommes du foyer, celle des mères qui attendent au pays. Mathilde l'encouragea à participer à un atelier d'écriture organisé par une association. Au début, il refusa. Qui va écouter l'histoire d'un sans-papier? Ceux qui ont un cœur, répondit Mathilde. Il y alla. La première fois, il lut un texte sur la mer. Quand il termina, la salle resta silencieuse. Puis une femme applaudit. Puis un autre. Puis tous. Samir baissa la tête, bouleversé.
Après l'atelier, un bénévole lui dit « Vous devriez continuer. Vous avez une voix. » Samir pensa à la nuit du bateau, à l'eau dans sa bouche, à son silence dans le coma. Une voix. Il avait une voix. Mais au moment où il commençait à croire à une vie possible, tout bascula. Un courrier arriva. Obligation de quitter le territoire français. Samir lut la lettre sans comprendre d'abord. Puis les mots s'assemblèrent comme une condamnation. Il devait partir. Son dossier n'avait pas suffi. L'administration estimait que son état de santé pouvait être pris en charge ailleurs, que sa présence n'était pas justifiée, que son entrée irrégulière pesait contre lui. Il relut plusieurs fois. Puis il plia le courrier, le posa sur la table de sa chambre et resta assis jusqu'à la nuit. Mathilde le trouva ainsi. « Samir ?» Il lui tendit la lettre. Elle lut. Son visage pâlit. « On va contester. Je suis fatiguée. On va prendre un avocat, l'association peut aider. Je suis fatiguée, Mathilde. » Elle s'agenouilla devant lui. « Regarde-moi. » Il ne la regarda pas. « J'aurais dû mourir dans la mer. » La phrase tomba comme une pierre. Mathilde sentit une peur glacée lui traverser le corps. « Ne dis jamais ça. » « Pourquoi ? Ce serait plus simple. Pour tout le monde. Pas pour ta mère. Pas pour ta sœur. Pas pour ton frère. Pas pour moi. » Il se leva brusquement, sa canne tombant au sol. « Et tu veux quoi ? Que je passe ma vie à attendre qu'on décide si j'ai le droit de respirer ici. Que je te regarde construire ta vie pendant que moi je reste coincée dans une chambre de foyer. Tu mérites mieux que ça. » Mathilde se leva aussi. « Je mérite qu'on me laisse choisir. » « Tu ne comprends pas. Alors explique-moi au lieu de me repousser. »« Je n'ai rien, » cria-t-il. « Rien. Pas de papier, pas de travail, pas de maison, pas d'avenir. Je t'aime avec des mains vides, Mathilde. Tu comprends ça ? Je t'aime avec des mains vides. » Elle pleurait maintenant. « Et moi je t'aime avec mes deux mains pleines de peur. Tu crois que c'est plus facile ? » Ils restèrent face à face, brisés par la même douleur. Samir ramassa sa canne. « J'ai besoin d'être seul. »« Ne fais pas ça. S'il te plaît. » Mathilde partit. Cette nuit-là, Samir marcha jusqu'au vieux port. Sa jambe le faisait souffrir, mais il continua. Il s'assit face à la mer. La même mer. Calme maintenant, presque belle, comme si elle n'avait jamais avalé personne. Il pensa au garçon de 19 ans. À sa mère, à Mathilde, à la lettre, à la honte. Il sortit le bracelet de sa manche. Il l'avait gardé malgré les opérations, les pansements, la rééducation. Le fil était usé, mais il tenait encore. Son téléphone vibra. Un message de Mathilde. « Je ne vais pas te courir après ce soir, mais je te demande une chose. Ne laisse pas une lettre décider de la valeur de ta vie. Demain, je serai là si tu veux te battre. » Samir lut le message plusieurs fois. Puis il ouvrit son carnet et écrivit. « La mère m'a déjà pris une partie de moi. Je ne lui donnerai pas le reste. » Le lendemain, il appela Mathilde. « Je veux me battre, dit-il. » Elle ne répondit pas tout de suite. Il entendit seulement son souffle trembler. « Alors on se bat. » Le recours fut long. Un avocat accepta de prendre le dossier avec l'aide d'une association. Il rassembla les certificats médicaux, les preuves d'intégration, les attestations de l'atelier d'écriture, les suivis psychologiques, les témoignages. Mathilde écrivit une attestation sobre, digne, sans parler d'amour de façon excessive. Elle parla de son courage, de sa reconstruction, de son sérieux dans les soins. Samir voulait qu'elle écrive plus. « Dis-leur que tu m'aimes. » Ce n'est pas un roman, Samir. C'est un dossier juridique. Pourtant ma vie dépendait d'eux. Elle sourit tristement. Justement, il faut que ce soit solide. Pendant cette période, leur couple fut mis à rude épreuve. La peur les rendait parfois injustes. Samir pouvait devenir silencieux pendant des jours.
Mathilde pouvait s'épuiser à vouloir tout contrôler. Ils apprirent difficilement à s'aimer sans se sauver, à se soutenir sans se posséder. Un soir, Mathilde invita Samir à dîner chez ses parents. Il paniqua. « Ton père va me détester. »« Pourquoi ? » ?»« Je suis arrivé par bateau, je suis sans papier, je marche avec une canne et je n'ai pas de travail. »« Tu as oublié que tu es aussi dramatique. »« Mathilde, je suis sérieux. »« Moi aussi. » Son père était un homme calme, ancien ouvrier devenu gardien d'immeuble. Sa mère parlait fort, cuisinait trop et jugeait les gens en 3 regards. Quand Samir entra dans l'appartement, il sentit immédiatement l'odeur du pain chaud et de la shorba. Il eut envie de pleurer. La mère de Mathilde l'observa de la tête aux pieds. « Tu es trop maigre. » Samir resta bouche bée. « Bonsoir, madame. Il faut manger. »« Mathilde, pourquoi tu ne lui donnes pas à manger ? » ?»« Maman, je ne l'ai pas adopté. »« Pas encore, » répondit sa mère. Le père de Mathilde serra la main de Samir longtemps. « Tu viens d'où ? » ?»« Oran. »« Ah, les Oranais parlent beaucoup. »« Pas moi, monsieur. » »« On va vérifier. » Pendant le repas, Samir resta poli, presque trop. Il répondait aux questions avec respect. Il raconta un peu sa famille, son père, son accident. Pas la traversée en détail. Le père de Mathilde l'écoutait sans l'interrompre. Après le thé, il invita Samir sur le balcon. « Tu aimes ma fille ?» Samir faillit s'étouffer avec sa salive. « Oui, monsieur. »« Pourquoi ?» Samir regarda Mathilde à travers la vitre. Elle riait avec sa mère dans la cuisine. « Parce qu'elle ne m'a pas regardé comme un malheur. Elle m'a regardé comme un homme, même quand je n'y croyais plus moi-même. » Le père resta silencieux. Puis il dit, « Ma fille est forte, mais elle n'est pas incassable. » « Je sais. »« Non, tu ne sais pas encore. Les hommes blessés peuvent blesser fort, surtout quand ils ont honte. » Samir baissa la tête. « Je ne veux pas lui faire de mal. »« Alors apprends à parler avant d'exploser. » Samir hocha lentement la tête. « Oui, monsieur. » Avant qu'il rentre, le père de Mathilde posa une main sur son épaule. « Et mange. Sa mère va croire que tu n'aimes pas sa cuisine. Là, même ton avocat ne pourra rien pour toi. » Samir éclata de rire. Ce soir-là, en rentrant, Mathilde lui prit la main dans la rue. « Alors ? Ta mère veut m'engraisser et ton père veut m'analyser. Donc il t'aime bien. Chez vous, c'est ça aimer ? » ?»« Oui. Alors j'ai survécu à la mer pour mourir d'un couscous. » Pour la première fois depuis longtemps, Samir eut l'impression d'appartenir à un endroit. Mais le passé revint le chercher. Un homme du foyer lui proposa un travail non déclaré sur un chantier. Samir refusa d'abord. Puis il pensa à sa mère, aux médicaments, à sa sœur qui devait poursuivre ses études, à son frère qui avait besoin de chaussures. Il accepta pour quelques jours. Il ne le dit pas à Mathilde. Le chantier était dur, mal payé, dangereux. Samir portait des charges malgré sa jambe encore fragile. Le 3e jour, il glissa sur une planche humide et tomba violemment. Sa douleur au flanc se réveilla. Sa jambe enfla. Le chef du chantier ne voulut pas appeler les secours. « Pas d'histoire ici. Tu rentres et tu te tais. » Samir rentra au foyer en boitant, livide. Mathilde le vit le soir même et comprit immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Ne me mens pas. Je suis tombé. Où ? Il détourna le regard. Samir. Il finit par avouer. Mathilde explosa. Tu te rends compte ? Avec ton dossier en cours ? Avec ton état ? Avec les risques ? J'avais besoin d'argent. Tu avais besoin de te détruire ? Ma mère a besoin de médicaments. Et si tu finis handicapé ? Et si on t'exploite ? Et si tu es contrôlé ? Tu crois que je ne sais pas ? Tu crois que ça me plaît ? Je ne supporte plus d'être inutile. Mathilde se tut, frappée par le mot. Inutile.
Elle comprit alors que la blessure la plus profonde de Samir n'était pas dans sa jambe. C'était dans cette idée qu'un homme sans travail, sans papier et sans argent ne valait plus rien. Elle s'approcha, plus calme. Tu n'es pas inutile parce que tu ne peux pas encore envoyer d'argent. Dans mon monde, si. Alors ton monde t'a menti. Il eut un rire douloureux. Tu ne peux pas comprendre. Cette fois, elle ne s'énerva pas. Non, mais je peux rester. Il pleura dans ses bras. Après cet accident, Samir accepta un accompagnement psychologique proposé par l'association. Au début, il disait que parler ne servait à rien. Puis, séance après séance, il comprit que certains naufrages continuent à l'intérieur longtemps après avoir quitté l'eau. Il parla du garçon mort dans la traversée. Beaucoup. Il écrivit un texte pour lui, qu'il lut lors d'une soirée associative. La salle était pleine. Mathilde était au premier rang. Des bénévoles, des exilés, des habitants, des étudiants écoutaient. Samir monta sur scène avec sa canne. Ses mains tremblaient. Puis il lut. Il avait 19 ans. Il avait peur, mais il faisait semblant d'être courageux parce qu'autour de nous tout le monde faisait semblant. Dans le bateau, je lui ai dit que ça allait aller. Je n'avais pas le droit de promettre cela. Depuis, sa peur habite mes nuits. Alors aujourd'hui, je ne veux pas parler de chiffres, de frontières ou de dossiers. Je veux dire qu'il a existé, pour que la mère ne soit pas la seule à se souvenir de lui. Quand il termina, personne n'applaudit tout de suite. Le silence était trop lourd. Puis Mathilde se leva. Elle applaudit doucement. Les autres suivirent. Samir baissa la tête, les larmes aux yeux. Après la soirée, une journaliste locale vint lui parler. Elle voulait écrire un article sur l'atelier, sur les parcours d'exil, sur la reconstruction par l'écriture. Samir hésita, inquiet pour sa situation. L'avocat recommanda la prudence. L'article fut publié sans son nom complet, avec son accord. Mais il fit du bruit. Pas un grand bruit national. Un petit bruit humain. Des gens écrivirent à l'association. Certains proposèrent de l'aide. Un éditeur indépendant demanda à lire d'autres textes. Samir n'y croyait pas. Moi, un livre? Pourquoi pas, dit Mathilde. Parce que je fais encore des fautes. Les fautes se corrigent. La vérité, non. L'éditeur s'appelait Antoine. Il avait une petite maison d'édition, spécialisée dans les récits de vie. Il rencontra Samir dans un café. Votre écriture est brute, dit-il. Il faut travailler, structurer, reprendre. Mais il y a quelque chose. Samir regarda Mathilde, qui souriait. Et vous voulez publier ça? Peut-être, si vous acceptez de retravailler avec nous. Je n'ai pas de diplôme. Antoine haussa les épaules. Les diplômes n'ont jamais empêché les mauvais livres. Et leur absence n'a jamais empêché les bons. Samir rit. Pendant des mois, il travailla sur son manuscrit. Il écrivit le départ, la mer, le coma, la rééducation, l'attente des papiers, la honte, l'amour. Il changea certains détails pour protéger les personnes. Il demanda à Mathilde s'il pouvait parler d'elle. « Tu peux parler de la lumière, répondit-elle. Pas besoin de donner mon adresse. Il l'appela dans le livre La Voix blanche, parce qu'il avait entendu sa voix avant de voir clairement son visage. Le recours administratif approchait de son audience. La veille, Samir dormit chez Mathilde. Ils ne parlèrent presque pas. Il posa sa tête sur ses genoux pendant qu'elle passait doucement ses doigts dans ses cheveux. « Si je dois partir, dit-il, je ne veux pas que tu m'attendes. » « Ne commence pas. »« Mathilde. »« Non. Demain, on va au tribunal. Après, on verra. Mais ce soir, tu n'as pas le droit de m'enterrer avant d'être mort. » Il sourit faiblement. « Tu es violente quand tu aimes. Tu n'as encore rien vu. » Le jour de l'audience, Samir portait une chemise blanche prêtée par le père de Mathilde. Elle était un peu trop large, mais la mère de Mathilde avait insisté pour la repasser elle-même. « On ne va pas devant un juge froissé, » avait-elle déclaré. Dans la salle, Samir écouta son avocat parler. Il entendit des mots de droit, des dates, des références médicales.
Puis on lui demanda s'il voulait ajouter quelque chose. Il se leva lentement. Sa canne résonna légèrement sur le sol. Je ne sais pas parler comme les avocats, dit-il. Je peux seulement dire que je suis arrivé ici presque mort. Je sais que je suis entré en France sans autorisation. Je ne vais pas mentir. Mais depuis que je suis ici, j'essaie de redevenir vivant correctement. Je me soigne. J'apprends. J'écris. Je respecte les rendez-vous. Je ne demande pas qu'on oublie la loi. Je demande qu'on voie aussi l'homme. Je ne suis pas venu voler une vie. Je suis venu chercher la mienne. Il regarda Mathilde une seconde. Et je l'ai trouvée ici, même si elle reste fragile. La décision ne fut pas rendue le jour même. Il fallut attendre. Encore. Attendre était devenu un pays dans lequel Samir vivait depuis trop longtemps. Pendant cette attente, son manuscrit fut accepté. Le livre s'appellerait « De l'autre côté du coma ». Quand il reçut la nouvelle, Samir resta longtemps sans parler. « Je vais être publié ?»« Oui, dit Mathilde. »« Avec mon prénom ?»« Si tu veux. » Il prit une grande inspiration. Samir. Il choisit de publier seulement sous son prénom. Samir. Comme un homme qui récupère la première chose qu'il avait perdue en arrivant. Le jour où il reçut enfin la décision du tribunal, il était avec Mathilde dans un parc. Le courrier arriva par l'intermédiaire de l'avocat, qui l'appela. Samir mit le haut-parleur sans oser respirer. Samir, dit l'avocat, la décision est favorable. L'obligation de quitter le territoire est annulée. La préfecture devra réexaminer votre situation. Ce n'est pas encore la fin de tout, mais c'est une vraie victoire. Samir ferma les yeux. Mathilde porta ses mains à sa bouche. Samir, vous m'entendez ? Demanda l'avocat. Samir ne pouvait plus parler. Il pleurait. Pas comme un homme qui s'effondre. Comme un homme qui pose enfin un sac trop lourd. Mathilde le prit dans ses bras. Il tremblait contre elle. Tu vois, murmura-t-elle. Une lettre ne décide pas de la valeur d'une vie. Il rit à travers ses larmes. Tu vas me ressortir cette phrase toute ma vie ? Absolument. Quelques mois plus tard, Samir obtint une autorisation provisoire de séjour liée à sa situation médicale et à l'examen de son dossier. Ce n'était pas encore la stabilité totale, mais c'était un début. Il put envisager une formation, continuer ses soins, participer officiellement à des ateliers. Son livre sortit au printemps. La couverture représentait une mer sombre avec, au loin, une lumière d'hôpital. Quand Samir la vit, il resta silencieux. « Tu n'aimes pas ?» demanda l'éditeur. « Si. C'est juste que je n'aurais jamais pensé que ma douleur aurait une couverture. » La première séance de lecture eut lieu dans une petite librairie marseillaise. Il y avait Mathilde, ses parents, l'assistante sociale, l'éditeur, des bénévoles, des patients du centre, quelques curieux. Sur une chaise au premier rang, la mère de Mathilde avait posé son sac comme si elle gardait une place pour la mère de Samir. Avant de commencer, Samir appela sa mère en vidéo. L'image tremblait. La connexion était mauvaise. Mais elle vit la librairie, les livres, les gens. « Maman, dit Samir, regarde. » Elle mit sa main sur sa bouche. « C'est ton livre ? » « Oui. » Sa petite sœur apparut derrière elle. Son petit frère aussi. Il criait de joie. « Je te l'avais dit, maman, murmura Samir. Je voulais que tu sois fière. » Sa mère pleurait. « J'étais fière avant le livre. J'étais fière quand tu étais encore dans mon ventre. » Samir baissa la tête. Mathilde, à côté de lui serra la main. Ce soir-là, il lut un passage où il parlait de son réveil. Je n'ai pas ouvert les yeux sur la France. J'ai ouvert les yeux sur une voie. Avant de voir les murs, les machines, les médecins, j'ai entendu quelqu'un me dire que j'étais en sécurité. Je ne savais pas encore que cette phrase allait devenir un mensonge et une vérité. Mensonge, parce que rien n'est jamais complètement sûr quand on n'a pas de papier. Vérité, parce qu'à partir de ce jour, une personne a gardé une petite lampe allumée pour moi. Et parfois, dans la vie, une seule lampe suffit à empêcher la nuit de gagner. Quand il releva la tête, Mathilde pleurait.
Il sourit. Cette personne se reconnaîtra. Tout le monde se tourna vers elle. Mathilde rougit. Continue de lire au lieu de faire ton intéressant, lança-t-elle. La salle éclata de rire. Après la lecture, une vieille femme vint voir Samir. Elle tenait le livre contre elle. Mon fils aussi est parti par la mer, dit-elle. Samir sentit son cœur se serrer. Il est arrivé? Elle secoua la tête. Non. Il ne sut pas quoi dire. La femme posa une main sur son bras. Ce soir, j'ai entendu un peu sa voix dans la vôtre. Merci. Samir comprit alors que son histoire ne lui appartenait plus seulement. Elle portait d'autres absences, d'autres mères, d'autres prénoms engloutis. Cette nuit-là, il marcha avec Mathilde jusqu'au bord de l'eau. La mer brillait sous les lumières de la ville. « Tu la détestes encore ?» demanda Mathilde. Samir regarda les vagues. « Oui, non, je ne sais pas. Elle t'a presque pris. Elle m'a aussi amené jusqu'à toi. » Mathilde posa sa tête contre son épaule. « Ce n'est pas une excuse. » « Non, mais c'est une contradiction. Ma vie est pleine de contradictions. » Ils restèrent longtemps en silence. Puis Samir sortit une petite boîte de sa poche. Mathilde se redressa. « Samir, ce n'est pas une demande en mariage. »« Ah, enfin, pas encore. » Elle rit, soulagée et déçue à la fois. Il ouvrit la boîte. Dedans, il y avait le bracelet rouge et noir, soigneusement réparé et renforcé par un bijoutier. À côté, un autre bracelet, plus fin, avec les mêmes couleurs. Ma sœur m'a envoyé du fil. Elle a dit que si tu m'as supporté, tu fais partie de la famille maintenant. Mathilde prit le bracelet avec émotion. Elle a dit ça? En vrai, elle a dit, donne-lui ça avant qu'elle change d'avis. Mathilde éclata de rire. Samir attacha le bracelet autour de son poignet. Le mien m'a accompagné dans la mer, dans le coma, à l'hôpital, partout. Je ne sais pas ce qui nous attend, Mathilde. Je n'ai pas encore une situation parfaite. Je vais encore avoir peur. Je vais encore faire des erreurs. Mais je veux arrêter de marcher seule. Mathilde regarda le fil rouge et noir sur sa peau. Moi aussi. Il l'embrassa face à la mer. 1 an plus tard, Samir n'était pas devenu riche. Il n'avait pas miraculeusement réglé tous ses problèmes. Sa situation administrative demandait encore des renouvellements, des preuves, des rendez-vous. Sa jambe gardait une raideur les matins froids. Les cauchemars revenaient parfois, surtout quand le vent secouait les volets. Mais sa vie avait changé. Il animait des ateliers d'écriture dans des associations. Il intervenait parfois dans des écoles, des bibliothèques, des rencontres. Il disait toujours aux jeunes, « Je ne suis pas là pour vous vendre un rêve. Je suis là pour vous dire que chaque vie mérite mieux que le silence. » Il envoyait de l'argent à sa famille quand il le pouvait. Pas beaucoup, mais assez pour aider. Sa mère gardait son livre dans le salon, enveloppé dans un tissu propre, comme un objet précieux. Mathilde et lui avaient emménagé ensemble dans un petit appartement près de la Timone. Rien de luxueux. Une cuisine étroite, un balcon minuscule, des plantes que Samir oubliait d'arroser, des livres partout, des chaussures dans l'entrée, et sur le mur du salon, une photo encadrée. La photo abîmée par l'eau. Celle de sa famille. Mathilde avait insisté pour l'encadrer. Elle a traversé la mer aussi, avait-elle dit. Elle mérite un mur. Un soir d'hiver, Samir se réveilla en sursaut. Il avait rêvé du bateau. Encore. Il respirait vite. La chambre était sombre. Mathilde dormait à côté de lui. Pendant quelques secondes, il ne sut plus où il était. Puis il sentit le drap sec, le matelas, la chaleur de la pièce. Mathilde ouvrit les yeux. Samir? Pardon. Dors. Elle se redressa. Viens. Il posa sa tête contre elle. Elle passa ses bras autour de lui. C'était la mère? Il hocha la tête. Et les garçons? Elle ne dit pas, ce n'est qu'un rêve. Elle ne l'avait jamais dit. Parce que certains rêves sont des souvenirs qui refusent de mourir.
Parle-moi de lui, dit-elle. Samir ferma les yeux. Il avait 19 ans. Il disait qu'il voulait devenir coiffeur. Il avait peur de l'eau. Il n'aurait jamais dû monter dans ce bateau. Et toi? Moi non plus. Mathilde embrassa son front. Mais tu es là. Oui. Alors demain, tu écriras encore pour lui. Samir respira lentement. Oui. Au matin, il s'installa à la table du salon avec son carnet. La ville s'éveillait dehors. Mathilde préparait du café. Il écrivit longtemps. Puis il s'arrêta, regarda son poignet, le bracelet rouge et noir, puis celui de Mathilde posé près de sa tasse. Il comprit quelque chose. Il avait cru partir pour chercher une vie meilleure. En réalité, il avait dû traverser la mort, la honte, la peur et l'exil pour comprendre que vivre ne voulait pas seulement dire survivre. Vivre, c'était répondre au téléphone quand sa mère appelait. C'était marcher malgré la douleur. C'était accepter qu'on l'aide sans se sentir diminué. C'était aimer une femme sans faire de sa blessure une prison. C'était dire la vérité des disparus. C'était transformer le silence en mots. Mathilde posa une tasse devant lui. « Tu écris quoi ?» Il leva les yeux vers elle. La suite. « Elle parle de quoi ?» Samir sourit. D'un homme qui pensait arriver en France sans papier, sans avenir, sans rien, et qui a découvert qu'avant d'avoir des papiers, il devait déjà retrouver son nom. Mathilde s'assit en face de lui. Et il l'a retrouvé? Samir prit sa main. Oui. Il regarda la page. Puis il écrivit lentement. Je m'appelle Samir. Je suis arrivé par la mer, blessé, inconscient, presque effacé. On aurait pu me réduire à un statut, à une faute, à une frontière franchie dans la nuit. Mais une femme a prononcé mon prénom quand je n'étais plus capable de le dire moi-même. Depuis, chaque battement de mon cœur ressemble à une réponse. Je suis vivant. Je suis Samir. Et tant qu'il me restera une voix, aucun naufrage n'aura le dernier mot.